je me souviens, j'étais allée, avant que toute la pandémie éclate, j'étais allée à une conférence sur le bien-être à Sherbrooke avec le groupe Entreprises en santé, je crois. Puis, il y avait une entreprise qui avait un mur des rêves. Chaque employé, quand ils arrivaient, on lui demandait c'est quoi ton rêve, puis on l'affichait à la vue de tous, puis on s'entraidait pour réaliser ce rêve-là. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire comme exemple, comme pratique, et c'est un rêve qui n'était pas juste professionnel, là, mais il y a des gens qui se sont dit, mais je me suis jamais posé la question ou j'avais oublié que j'avais ce rêve-là. Donc, parfois, c'est magnifique. Juste de poser la question, ça nous amène à une plus grande conscience de soi. C'est une question tellement fun à se poser en plus. Là. Oui, le fun, mais en même temps qui peut aussi donner le vertige quand ça fait longtemps qu'on ne se l'est pas posé. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie où on parle d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. La semaine passée, je vous ai présenté le tout premier mentor que j'ai eu quand je me suis lancée en affaires, Joël Séguin. Merci d'ailleurs de vos commentaires sur cet épisode. J'en profite pour saluer Mathieu et Aissatou. Ça a été un plaisir de jaser avec vous puis de recevoir vos commentaires. Merci. Puis là, cette semaine, je vous présente ma coach, en fait, de développement professionnel et personnel, forcément. Là, les deux s'entrecoupent. C'est Julie Gouin d'Impact Crescendo. Vous la connaissez peut-être déjà. Julie est quand même assez visible. Elle fait beaucoup de webinaires, conférences, facilitation de groupes de travail. Si vous la connaissez pas, vous êtes sur le point de découvrir une femme inspirante et inspirée. Mais juste avant, je voulais vous remercier, comme d'habitude, d'écouter le podcast. C'est le fun. On sent, encore une fois, là, que l'auditoire, dis-je, grandit de semaine en semaine. Puis, ça nous touche beaucoup. Continuez à partager le podcast, à en parler aux gens à qui ça pourrait intéresser. T'sais, nous, ça nous fait extrêmement plaisir. Puis, ça nous démontre, en fait, que ce qu'on fait, le contenu gratuit qu'on fait, il sert vraiment aux gens. Puis, reste que ce qu'on fait est au service de la communauté aussi. Donc, si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part. On les prend tous vraiment au sérieux. J'en profite aussi pour faire un petit aparté. C'est rare que je le remercie, mais Charles Thompson-Leduc, qui est mon conjoint, qui est aussi le producteur, réalisateur de ce podcast et de plein de contenus numériques pour la talenterie. Donc, merci beaucoup, Charles. Puis cette semaine, il a fait une vidéo récapitulative, un genre de throwback de notre histoire, en fait, notre courte histoire à la talenterie. Puis vraiment le fun, la vidéo. J'étais assez émue en le regardant. En tout cas, je le trouvais bien fait. Puis si jamais vous êtes curieux, vous avez envie d'aller voir ça, c'est sur notre chaîne YouTube dans la section événements et ça s'appelle Une histoire pandémique. Donc, je vous en dis pas plus. Puis pendant que vous êtes sur notre chaîne YouTube, que vous êtes de passage, gênez-vous pas pour vous abonner. On partage plein de contenus pertinents relativement au RH, à la rémunération globale, puis aussi des affaires moins pertinentes qui sont relatives au monde du travail ou juste des fois pour le fun. Donc, puis il y en a d'autres, du contenu un peu plus ludique à venir. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer de tout ça. Sans plus tarder, je vous présente Julie Gouin, ma coach qui travaille chez Impact Crescendo. Allô, Julie? Allô? Je suis full contente. Ça fait longtemps que je t'avais demandé de venir. Tu m'avais dit tout de suite, mais les agendas étant ce qu'ils sont, ça a pris un certain moment avant qu'on arrive à enregistrer. Julie, je veux qu'on présente un petit peu ton profil parce que t'es une coach certifiée par l'ICF, t'as ta propre entreprise, Impact Crescendo, mais t'as aussi et surtout une forte réputation qui te précède. Quand je t'ai rencontrée la première fois, j'ai comme catché t'étais qui pendant qu'on se parlait. T'es reconnue en fait pour ta vision innovante, t'es très dans le futur du travail, dans comment on se réinvente dans les organisations. C'est toi qui avais même animé les ateliers à l'ordre l'année passée. Si je me souviens bien, sur comment on peut, l'ordre des ressources humaines, comment on pourrait réinventer le futur du travail, quelque chose comme ça. Puis je me souviens que j'avais voulu m'inscrire, mais étant en démarrage, j'avais pas encore les moyens pour investir là-dedans. Mais après, je t'ai rencontrée.
Puis, je pense que je t'ai demandé d'être ma coach tout de suite, hein? La première rencontre, ça se peut-tu? Oui, c'était pas ça le projet, mais ça a comme un peu abouti là. Je pense qu'on avait toutes les deux été un peu surprises là, sur « Ah ben gadon, ça nous a amené là ». Oui, vraiment. Puis, veux-tu parler un peu de tes projets? Est-ce qu'il y a un bout que j'échappe? Parce que je sais que tu es une coach et tu fais plein de webinaires, de formations, mais y a-tu d'autres choses que tu veux plugger? Là, je pense que tu as plugué solide, là, plus que c'est tellement naturel pour moi d'être en vigie là, de tout ce qui se passe, puis je suis inspirée parce que j'apprends, puis je t'inspire encore plus de le partager, donc ça m'amène justement sur toutes ces plateformes-là, celle-ci en étant une, justement, c'est comme une autre occasion de partager, c'est génial, donc je suis contente que ça résonne, puis mon but, c'est pas d'être reconnu pour ça, mais de juste avoir du plaisir à le faire, puis c'est vraiment ça. Ben, c'est sûrement pour ça que tu es reconnue pour ça, parce que c'est une vraie passion. Puis d'ailleurs, on fait ce podcast-là, tu sais, je voulais t'inviter au départ parce que j'étais comme, oh my God, il faut que je présente Julie au monde entier, mais aussi parce que j'ai assisté à une conférence justement que tu as faite qui parlait de la conscience de soi au travail. Puis là, j'étais comme, OK, c'est vraiment un bon sujet. J'avais envie que tu viennes nous en parler. Mais peut-être juste avant qu'on tombe là-dedans, j'ai le goût qu'on parle un peu de ton rôle de coach. Est-ce que tu peux nous dire un peu, premièrement, c'est quoi un coach? Qu'est-ce que ça fait? Puis pourquoi tu as décidé de faire ça dans la vie? En fait, mon choix, ça a été vraiment, ma passion, c'est le développement. En fait, tout ce qui est développement des humains, évolution des mindsets aussi, des façons de penser, la croissance des humains. C'est pas pour rien que mon entreprise s'appelle Impact Crescendo. Donc, avoir un impact sur la croissance des gens, c'est ce qui me donne des frissons dans mon travail. Puis, une des façons, je pense, les plus puissantes de le faire, c'est au travers un accompagnement en coaching. Je pense que la grosse distinction qui est à retenir au niveau du coaching, c'est la croyance, l'acceptation que la personne devant nous, elle a tout en elle pour réussir, qu'elle est pleinement autonome, responsable de ses choix. Puis nous, on est là vraiment en mode accompagnement et la personne est déjà en mouvement dans le fond, puis on est là un peu pour l'aider à la propulser à des moments clés, mais sans jamais être interventionniste. Donc, ça cadre vraiment, je pense, avec ma personnalité de vouloir, en fait, croire en l'autre et tout. Donc, je pense qu'il y a ça qui m'amène là. Mais c'est un processus qui est structuré, qui nous amène à des belles choses, puis de témoigner de la croissance des humains dans ce contexte-là, pour moi, c'est magique. Donc, c'est pour ça que ça occupe une part importante de ma pratique, mais je ne suis pas juste capable de faire ça. En fait, je suis tellement en mode créatif, ça, c'est ma grande force de la créativité, donc ça m'amène sur plein d'autres terrains, en fait, de facilitation, d'accompagnement des groupes, de développement de parcours d'apprentissage, de développement pour les gens, mais toujours orienté vers cette visée-là d'aider les gens à évoluer, les adultes à évoluer dans leur façon de penser puis de voir ce qui est possible. Puis pour ceux qui n'auraient pas vécu du coaching, c'est assez spécial. Tu sais, moi, je pense, la première, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Il a fallu que tu me cadres un petit peu. Je sais pas si tu te souviens, au début, quand tu m'avais envoyé la préparation, j'étais un peu réelle même, je pense, où j'étais comme... Hein? T'étais curieuse. T'as des bonnes questions que t'as posées. Oui, c'est ça. Puis j'avais l'impression qu'on s'en allait beaucoup sur Sarah, l'individu, parce que, en fait, ta démarche, c'est d'encadrer les gens, puis tu pars de qui ils sont, puis où est-ce qu'ils sont rendus. Puis je trouvais qu'on posait beaucoup de questions sur moi, puis peu sur mon entreprise au début, alors que moi, c'était dans la volonté, dans le fond, de bâtir ça. Est-ce que tu as cette réaction-là souvent ou c'est rare? Souvent, je pense qu'en fait, c'est les gens... La réaction, je ne sais pas trop dans quoi je m'embarque, elle est fréquente parce que, c'est un terme qui est très utilisé, qui ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. Donc, déjà là, ça suscite des questions. Puis, tu as bien fait de poser des questions pour clarifier la cible et tout ça. Est-ce que les gens partent souvent vers la solution en premier? Je veux travailler ça, voici les choses que je veux mettre en place. Les gens sont naturellement en mode solution. C'est rare que les gens vont dire, je pense que moi, j'ai quelque chose à changer pour arriver là plus vite. Mais quand on est en coaching puis qu'on explore les chemins possibles pour se rendre à l'objectif, bien souvent, on se retrouve nous-mêmes sur le chemin. Dire, c'est finalement, puis c'est quand on voit les choses d'un nouvel œil, des fois que ça ouvre des possibilités qu'on n'avait pas anticipées. Donc, il n'y a pas d'agenda caché. Moi, d'emblée, je suis claire avec les gens au point de départ que je ne coach pas l'entreprise, que je coach l'humain qui est devant moi. Donc, oui, on a des objectifs qui sont liés à ton entreprise. Oui, ils sont importants. Tu ne fais pas ça pour rien. On veut se rendre là. Comment on se rend là? On travaille tout ça ensemble. Mais en explorant ça, si moi, je vois que le focus est vraiment sur l'entreprise puis qu'il n'y a aucune ouverture à voir
comment moi je me rends là comme humain, probablement que je ne suis juste pas la bonne coach, là, puis que c'est peut-être même pas un coach que cette personne-là a besoin. Donc, je pense que ça prend aussi une question d'éthique aussi, de reconnaître c'est quoi les limites de son métier, puis d'être honnête par rapport à ça, là. Puis je pense qu'il faut que les gens se laissent aller aussi parce que, tu sais, c'est un peu comme aller... Moi, je trouve que c'est un peu comme aller chez le psychologue dans le sens où tu nous fais parler, tu sais, tu fais parler les gens, puis là, tu tapes, tu sais, tu vois un peu avec ton œil externe les nœuds, là, mettons, puis là, des fois, tu tapes sur le clou, tu reviens, tu reposes des questions, tu recordes, puis ça fait en sorte qu'il y a comme des réalisations, des fois, qui émergent. Ça doit être le fun à vivre, ça, j'imagine, de ton côté, quand ça arrive, là. Ah, quand ça arrive, c'est génial. En fait, c'est comme le psychologue, c'est un espace d'écoute d'abord et avant tout. L'angle de vue n'est pas le même. Le coach regarde vers l'avant, l'actuel vers l'avant versus le psychologue qui est souvent plus dans le passé. Mais on a quand même un espace d'écoute complet, sans jugement, qui permet à la personne de réfléchir à haute voix, d'aller et nommer des choses, clarifier des choses. C'est notre curiosité. Quand on pose des questions, souvent, c'est parce qu'on est curieux. On le sait pas. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Puis tu t'es jamais posé la question. Donc, juste le fait de se poser la question, ça ouvre sur des choses. Donc, pour quelqu'un qui est curieuse de nature, c'est un plaisir, là. Des fois, je dis jamais un job au monde. Je suis juste là pour faciliter une discussion avec toi-même. C'est magique. Mais tu vois, ça m'amène à ma prochaine question. Tu sais, j'imagine que le coaching, ça devrait pas être pour tout le monde. Puis je te pose cette question-là avec une idée claire en tête que je sais pas combien de coachs m'ont approché. Surtout, on dirait depuis le début de la pandémie, là, les gens cherchent de la job peut-être ou veulent se réinventer. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon coach? Puis comment on fait pour savoir si la personne qu'on a est digne de notre confiance et de notre argent? Parce qu'il reste qu'il y a des coûts aussi qui sont associés à ces démarches-là. Là. C'est une grosse question, ça. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon coach? Ça prend de l'humilité, ça prend l'amour de l'humain, là, parce que tu coaches un humain devant toi. Mais l'humilité, c'est important. Tu sais, quand je parle de croire en l'autonomie puis la responsabilité de l'autre, c'est de croire puis de pas... en fait, de laisser vraiment la personne devant nous faire les choix puis respecter ces choix-là. Donc, ça prend beaucoup de gestion de soi comme coach. Donc, je pense que ça, c'est un élément clé. Donc, si tu as un coach devant toi qui, déjà d'emblée dans la conversation, t'inspire pas confiance, qui n'est pas à l'écoute, qui donne des conseils ou qui fait des suggestions, il t'amène des endroits où tu ne veux pas aller puis qu'il y a un décalage, ce décalage-là est un signe qu'on n'est pas synchronisé. Donc, il y a un fit. C'est important d'avoir le bon fit. Il peut y avoir plein de bons coachs, mais ce n'est pas ton coach à toi, c'est pas le bon coach pour toi. Donc, autant toi que le coach avec qui tu jases, on doit être capable de voir s'il y a une bonne base de confiance, si on pense qu'on peut travailler ensemble. Puis si c'est pas le cas, c'est pas grave. Il y a une phrase qu'on utilise souvent, c'est de dire le coaching, c'est pour tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui est prêt pour le coaching non plus. Donc, le timing, c'est important. J'ai-tu envie de m'investir là-dedans maintenant? J'ai-tu envie d'aller là, puis de faire ces réflexions-là, puis de réinventer des choses dans ma vie, puis de poser des gestes audacieux, puis tu sais, ça demande un investissement, un effort, puis tu le vis aussi, là, faut que ça te tente d'aller là, sinon, c'est pas le bon timing, puis un coach va pas pousser. Moi, la notion de développement des affaires avec un coach, elle est assez particulière parce qu'on vend de la confiance dans le fond. Le but, quand je parle avec les gens, c'est je m'intéresse à ce qu'ils disent. J'avais même une entrepreneur qui m'avait dit tu devrais donner des cours en réseautage parce que quand on te parle, on a vraiment l'impression que tu t'intéresses à nous. Je dis c'est parce que c'est vrai. Donc, un bon coach s'intéresse à toi, t'écoute quand tu parles, pose des questions pour mieux comprendre et tout ça, puis te laisse, tu sais, t'explique comment ça marche. Il y a une structure, il y a une formation aussi professionnelle qui se donne en coaching. La certification, ça vaut quelque chose. Il y a quelque chose là qui est assis sur du solide, qui nous exige de travailler fort pour respecter l'état d'esprit du coaching, respecter justement les limites de la profession. Puis, moi, je trouve que ça a fait de moi une meilleure coach, certainement, de passer au travers ce processus. Puis, ça t'arrive-tu des fois d'être mordre les doigts, là, puis t'as le goût de dire des affaires parce que tu vois quelque chose qui est comme gros comme le bras, mais le coaché s'en rend pas compte, puis il faut que ça vienne de lui, mettons? Des fois, oui, mais je suis autant je suis surprise des fois que je pense qu'il ne le voit pas, autant je suis surprise des fois que ce que lui voit que moi, je ne vois pas. Okay. Donc, des fois, tu peux être convaincu que tu vois l'affaire, mais finalement, c'est pas ça du tout, puis la personne nous amène quelque part d'autre qui ouvre sur la bonne affaire pour elle. Donc, autant ces surprises-là qui t'arrivent, qui te ramènent à ton humilité, puis te dire finalement, tu pensais que ça s'en allait là, mais ça s'en allait pas là, pas en tout, puis c'est correct. C'est correct parce que cette personne-là était ailleurs. Fait que quand tu es en train de penser à ce que l'autre devrait être en train de voir, tu n'es plus avec ton coaché.
first. Tu n'es plus à l'écoute, tu n'es plus en train de le suivre où il s'en va. Donc, ça nuit, en fait, à la relation de coaching. Donc, est-ce que ça m'arrive d'avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas là ou qu'on ne voit pas encore? Oui. Mais c'est un travail sur soi, justement, de rester puis d'accompagner la personne où elle est. Puis, généralement, elle allume sur des choses qui ont du sens pour elle. Puis, c'est un exemple d'un genre de aha moment que tu aurais vécu avec un coaché? Puis, tu n'es pas obligé de nous donner. Ben, en fait, donne-nous pas de nom. Je sais que tu n'en donneras pas une. Oui, je te connais un peu. Mais un exemple concret, là, mettons. Ben, mes aha moments, moi, sont souvent quand on met par écrit nos objectifs au début. Puis c'est un effort, c'est un effort à prendre, là, des indicateurs, puis tout ça. Fait que des fois, c'est comme pouf. Fait qu'on met un effort là, mais il n'est pas pour rien parce que après ça, on a comme une cible. Moi, j'ai toujours en arrière de la tête ça. Puis des fois, je vois le client en train de parler, là, puis là, je vois tous les indicateurs s'allumer là, dans sa face, puis on dirait qu'on est en train de vivre exactement ce qu'il voulait vivre. Donc, dans ces moments-là, ça m'est arrivé souvent de faire comme, OK, hey, time out, on va-tu revoir un moment? Allons voir c'est quoi que tu avais écrit. Puis là, la personne lit ses objectifs puis ses indicateurs, puis elle fait « Oh my God! » Je peux pas croire. Quand j'ai écrit ça, là, je pensais jamais que j'allais rendre là. Puis juste en te le disant là, ça me donne des frissons parce que c'est tellement des beaux moments. Donc, tu vois des gens qui ont gagné en confiance. C'est dur à matérialiser, ça, de la confiance, mais quand tu le sens puis que tu le vois dans un échange avec la cliente, faut que tu dises « Hey, time out, regarde ça, tu vois-tu à quel point toute l'énergie autour de telle affaire a changé, tout ça. » Puis c'est ces moments-là qui sont magiques. Là. Puis il y en a plein d'exemples comme ça. Là. Ça doit être... tu sais, j'imagine que c'est aussi magique pour toi que pour la personne parce que reste que tu as contribué. Fait que tu sais, quand on parle d'avoir un sens au métier qu'on fait, je suis convaincue que de ton côté, tu le vis au quotidien. Ouais. Là, j'aimerais ça qu'on parle aussi de conscience de soi. Puis on en parle un peu, dans le fond, à travers... tu parles de maîtrise de soi, de ton côté dans ton rôle, puis t'accompagnes les entrepreneurs à réaliser, à prendre conscience, tout ça. Mais plus concrètement, je me souviens dans ta présentation que tu déclinais un peu la conscience de soi à travers 7 grands piliers. Puis je te laisserai nous exposer un peu le schéma, si ça doit. Ben oui, bien sûr. En fait, c'est pas mon schéma, c'est une auteure qui s'appelle Tasha Eurich, une chercheuse, en fait, qui a étudié la conscience de soi, puis dont le modèle, je trouve, extrêmement pertinent, simple à comprendre. On peut agir aussi sur les différents éléments. Fait que c'est pour ça que je l'avais choisi, puis c'est celui que j'avais mis de l'avant dans la webconférence. La première prémisse importante, c'est qu'on parle de volonté et de capacité à comprendre qui on est. Donc, il y a cette notion de « faut vouloir », puis c'est un processus qui est d'une vie. Là. On évolue constamment dans notre vie. Donc, c'est pas un one-shot deal, je le fais une fois, je me connais, merci, bonsoir. Quelque chose qui est évolutif dans le temps et tout ça. Puis, il y a des compétences, il y a des façons de le faire aussi qui font qu'on développe une bonne conscience de soi ou qu'on fait juste faire l'introspection finalement, puis ça mène à rien. Là. Donc, capacité, volonté à comprendre qui on est, puis un volet interne qu'elle met de l'avant, puis un volet externe. Okay. Donc, moi, comment je me vois, dans quoi je suis ancrée, qu'est-ce qui est important pour moi, est-ce que je me connais bien moi, puis est-ce que cette perception-là de moi-même, elle est la même que les autres ont de moi. Ce que je projette, c'est ce que je pense que je projette. Donc, il y a toujours cette espèce de rebondissement externe qui est pertinent. Puis c'est lorsqu'on a une vision juste, autant de l'externe que de l'interne, sur ces 7 piliers-là, que là, on est dans une zone de conscience de soi, puis tous les bienfaits qui découlent de tout ça. Les 7 piliers, les valeurs, connaître ses valeurs, ce qui est le plus important pour nous, ses passions, qu'est-ce qu'on aime le plus faire dans la vie. Moi, c'est le développement des humains. c'est clair, tellement clair. À quoi on aspire? J'avais utilisé la vidéo de Fred Pellerin, là, c'est quoi ton rêve? Tu sais, je pense que c'est la meilleure question pour demander à quoi tu aspires. C'est un autre facette. Veux-tu en parler un peu? On va mettre le lien, puis honnêtement, je l'ai cherché, ce lien-là, puis là, je l'ai comme conservé précieusement. Là. Ça n'a pas été facile à retrouver, mais elle m'avait beaucoup marqué, cette vidéo-là. Veux-tu l'expliquer un petit peu? Par cœur, je me souviens plus, je vais me souvenir des 4 questions, mais en fait, c'est un autre auteur québécois. Puis la première question, c'est quoi ton rêve? Puis qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour travailler sur ton rêve? Puis après ça, si tu n'as rien fait, pose-toi la question, c'est quoi ton rêve? Parce que tu n'as rien fait aujourd'hui pour le faire avancer. Fait que avec tout l'humour que Fred Pellerin apporte, c'était il est en entrevue avec France Baudouin, que j'aime beaucoup. Puis il y a une ou deux autres questions, mais à la base, c'est ça. Je pense qu'on ne se pose pas souvent cette question-là. Je me souviens, j'étais allée, avant que toute la pandémie éclate, j'étais allée à une conférence sur le bien-être à Sherbrooke avec le groupe Entreprises en santé, je crois. Puis
il y avait une entreprise qui avait un mur des rêves. Chaque employé, quand ils arrivaient, on lui demandait c'est quoi ton rêve, puis on l'affichait à la vue de tous, puis on s'entraidait pour réaliser ce rêve-là. J'ai trouvé ça tellement extraordinaire comme exemple, comme pratique, et c'est un rêve qui n'était pas juste professionnel, là, mais il y a des gens qui se sont dit, mais je me suis jamais posé la question ou j'avais oublié que j'avais ce rêve-là. Donc parfois, c'est magnifique. Juste de poser la question, ça nous amène à une plus grande conscience de soi. C'est une question tellement de fun à se poser en plus. Là. Oui, le fun, mais en même temps qui peut aussi donner le vertige quand ça fait longtemps qu'on se l'est pas posé. Là, dans le fond, tu nous as dit qu'il y avait 7 piliers. Là, tu as nommé les valeurs, les passions, les aspirations. Les autres, ce serait quoi? Le troisième pilier ou le quatrième pilier, en fait, c'est l'adéquation avec son environnement, donc le fit. L'environnement dans lequel je vais me sentir le plus allumé, qui me permet justement de m'épanouir. Donc, c'est drôle un peu comme pilier, là, mais ça s'appelle le fit. Okay. Il y a mes patterns, mes façons de réagir. Donc, ça, c'est beaucoup lié au style de personnalité. C'est quoi mes préférences? Et ça m'amène justement sur des terrains connus. Donc, les patterns, c'est le 5e pilier. 6e, c'est les réactions. Nos réactions sont souvent le reflet de nos forces et de nos faiblesses. Donc, c'est une différente façon d'aller explorer ces différentes facettes-là. Donc, quand je réagis de telle façon, ça peut être un indice de ce que je maîtrise ou ce que je maîtrise moins. Donc, c'est l'exploration de nos forces et de nos faiblesses. Ça peut être exemple, mettons, s'il y a un changement, puis le changement me rend anxieux parce que je m'adapte pas bien, ben je vais me bloquer, mettons, au changement. C'est un peu ça. Ça pourrait être ça, puis être en observation des émotions que ça suscite chez toi. Ça peut être une bonne piste, là. Oui. Et le dernier, c'est l'impact. Donc, c'est là où on regarde c'est quoi, dans les gestes que je pose, l'impact que j'ai sur les gens, aussi l'impact que j'ai envie d'avoir sur les gens. Donc, ça nous amène sur 2 terrains un peu différents. Certains qui sont plus aujourd'hui, mais aussi un peu connecté aux aspirations. Moi, dans ce que je fais à tous les jours, en activant mes forces, c'est quoi l'impact optimal que je peux avoir sur les gens? Donc, encore là, un autre terrain super intéressant d'exploration. Peu importe le pilier qu'on choisit, c'est sûr qu'on tombe sur quelque chose de magique en cours de route. Là. C'est clair. J'ai une question peut-être un peu nounoune, là, tu me la pardonneras, mais quand tu parles d'impact, est-ce que dans tous les métiers, on est capable de rattacher ça à un impact ou des fois, c'est comme, aïe, je réalise que dans mon métier, j'ai pas d'impact puis il n'y a pas de moyen d'en avoir? Bien, je pense que l'impact, c'est le sens qu'on donne aussi à notre travail. Donc, si tu es dans un endroit où tu ne sens pas qu'il y a d'impact et ça ne connecte pas avec toi, bien, peut-être que ce n'est pas le bon fit au niveau de ton environnement. Donc, peut-être que toi, tu ne trouveras pas d'impact là, mais peut-être que quelqu'un d'autre va le trouver, par exemple. Donc, c'est vraiment lié au sens qu'on donne, puis aux gestes qu'on pose, comment ils sont reçus par les autres. Fait qu'il y a comme une facette un peu conscience de soi externe avec l'impact. Quand de la façon que je suis, qu'est-ce que je mets de l'avant, qu'est-ce que ça a comme impact sur les autres, mais aussi en quoi mon travail a du sens, en quoi je contribue à la société. Tu as besoin d'affiliation sociale là, qui est très présent là, dans cet angle-là, là, si on l'exploite. Super! Par rapport à la conscience de ça aussi, tu sais, une des choses qui m'a marquée dans la conférence, c'est qu'au début, tu posais la question aux gens, avez-vous une bonne conscience de vous? Puis là, la plupart des gens répondaient, ben, tu sais, oui, ou je pense que oui. Là, je me souviens pas c'était quoi les choix exacts. Oui. Puis après ça, tu donnes la conférence, t'expliques, puis tu sais, t'expliques aussi qu'en général, les gens ont pas forcément une bonne conscience d'eux. Puis à la fin, le constat, c'est que les gens avaient plus comme réalisé qu'ils avaient peut-être pas une bonne conscience d'eux. Toi, est-ce que vraiment ça t'a surpris les résultats ou tu t'attendais un peu C'est sûr que je m'attendais à ça, en fait, parce qu'on est toutes là-dedans. Puis il y a vraiment, c'est un phénomène qui est bien documenté au niveau de la science que les gens qui c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais les gens qui sont le moins compétents sont souvent les gens qui surestiment leurs compétences. Donc, il y a toute ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger, puis il y a vraiment toute une courbe là, qu'on suit là, autour de notre perception de nous-mêmes, puis de nos talents, de nos compétences et tout ça. Donc, c'était pas surprenant de voir qu'on surestimait. Je pense qu'une partie de la raison, c'est qu'on ne réalise pas à quel point c'est complexe, que ce n'est pas juste
Ben oui, je sais ce que j'aime. Je connais mes forces un peu. C'est pas juste moi, je le sais. C'est est-ce que ma vision à moi, elle est juste par rapport à ce que les autres voient aussi. Il y a 7 piliers. C'est 7 dimensions de nous-mêmes à explorer. C'est pas tout le monde qui part avec cette idée-là quand on pense est-ce que j'ai une bonne conscience de moi. Puis les niveaux d'exploration aussi de la conscience de soi, c'est pas tout le monde qui explore aussi creux, profond, aussi souvent. Donc, ça varie beaucoup. Donc, je n'étais pas surprise. En fait, ça m'a fait sourire quand le chiffre, je pense qu'il était autour de 60 quelques % ou 73%, je pense, au début. Je me suis dit, on part de là, tu sais. Alors que le chiffre documenté dans les recherches de Tasha, c'est plus autour de 12 à 15% des gens qui ont réellement une conscience de soi solide. Puis moi, je suis même pas sûre de m'aventurer sur le terrain de dire, moi aussi, tu sais, il y a toujours une petite réserve. Mais ce que je sais, moi, c'est que c'est un travail constant chez moi. Il y a une curiosité omniprésente dans qui je suis, de remarquer les impacts que j'ai sur les gens. Puis c'est des thèmes sur lesquels je reviens. Puis tout ça, ça a commencé, je te dirais, en fait, dans ma propre démarche de coaching. J'ai été coachée, moi, en 2007, puis ça a été transformateur, puis ça a orienté beaucoup mes décisions là, de carrière qui m'a amenée. Je ne serais pas coach aujourd'hui si je n'avais pas été coachée en 2007. Wow! Fait que ça montre que même les formateurs sont passés par là, puis tu continues à te poser la question. Mettons qu'on se demande, est-ce que j'ai une bonne conscience de moi? Est-ce qu'on peut s'auto-évaluer vraiment là-dessus de toute manière, ou ça demeure difficile? En fait, la science dit qu'on n'aura pas la réponse complète si on le fait tout seul. Donc, pour vraiment avoir la réponse à cette question-là, on doit aller chercher du feedback de notre environnement sur les différents piliers. Oui. Autre grand thème de ta conférence, puis je veux justement qu'on en parle, le fameux feedback. Tu donnais des idées un peu de comment aborder ça, tu sais. Fait que c'est quel genre de feedback qu'il faut aller chercher pour se développer, dans quel contexte, auprès de quel genre de personnes? Peux-tu nous exposer un peu ce qui est recommandé? Ben, je pense qu'il est recommandé, c'est d'avoir une intention. Fait que ça varie. Tu sais, ta question est large le feedback sert souvent... En fait, c'est bon quand on a une hypothèse qu'on veut valider, quand on a une question à laquelle on veut répondre, quand on a une intention, on a un besoin quelconque. Et c'est beaucoup plus facile de recevoir du feedback qui a été sollicité que d'en recevoir qui arrive un peu de nowhere, en bon français, qui nous prend un peu du champ gauche. Donc, le bon feedback, il est ciblé sur quelque chose que tu veux développer ou une intention claire que tu as. Il est sollicité auprès des gens qui sont ce qu'elle appelle Tasha Eurich, des critiques bienveillants. J'adore l'expression. Tu sais, c'est des gens qui sont capables de dire les vraies affaires, mais qui sont aussi, ont ton bien-être à cœur. Ils sont bienveillants, puis c'est tout dans la lignée de, tu sais, c'est gentil d'être clair. L'expression de Brené Brown, c'est clear is kind, unclear is unkind. Donc, tu as besoin des gens qui sont capables de donner un feedback qui est clair et bienveillant pour ton bien-être. Donc, d'avoir un réseau de ces gens-là, pas obligé d'avoir des tonnes, mais quelques personnes autour de toi, dans ton entourage, qui ont ce profil-là, qui font partie de cette espèce de groupe repère duquel tu demandes du feedback sur une base régulière. Des gens à qui tu poses la question, idéalement, êtes-vous à évoluer dans ce contexte-là, de demander à ma mère un feedback sur ma pratique de coaching, c'est sûr que c'est pas la meilleure personne, même si elle est gentille et est claire. Donc, choisir les bonnes personnes, leur poser des questions claires, puis... De savoir recevoir le feedback aussi. Donc, c'est pas tout le feedback qui est bon, c'est pas tout le feedback qui va faire du sens pour nous au moment où on le reçoit. Donc, d'être curieux, d'être ouvert, de poser des questions pour bien comprendre. Et après ça, de prendre du recul. Merci beaucoup, je prends ça, puis je vais voir, tu sais, je vais y réfléchir, puis de voir comment ça s'intègre à d'autres feedbacks qu'on a reçus, puis qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Parce que j'imagine que s'il y a un gap entre la perception qu'on avait de nous-mêmes et la perception que les autres ont de nous, ça peut être difficile à entendre des fois. Donc, ce que tu dis, c'est de pas tout juste absorber puis se laisser détruire, fait que de prendre un recul puis de se faire violence pour vraiment écouter puis le réfléchir après. Ouais. En même temps, tu faisais une nuance, puis j'ai plus le mot exact, mais entre réfléchir puis ressasser. C'était quoi les mots que tu avais utilisés? Entre
quand on veut s'améliorer puis penser à nous, tu disais de ne pas tomber, il y avait des pièges là, que tu avais identifiés. Oui, introspection. Oui, c'est ça. Oui. En fait, on croit souvent à tort que si on est capable d'introspection, qu'on va avoir une bonne conscience de soi. C'est sûr que ça aide d'être capable de se regarder soi-même et tout ça, mais il y a des bonnes et des mauvaises façons de réfléchir sur soi. Il y en a qui nous amènent dans des tourbillons qui mènent à absolument rien, puis qu'on ne sort pas plus avec des apprentissages, puis c'est plus d'autoflagellation. Puis la rumination, c'en est un bel exemple. On est beaucoup dans l'autocritique et tout ça, puis on n'arrive généralement pas à quelque chose de productif sur lequel on peut agir ou tirer des apprentissages. Donc, la clé, c'est de se poser les bonnes questions. Puis, une bonne qu'elle met de l'avant, que j'aime beaucoup, c'est de ne pas se poser la question « pourquoi ?», mais de se poser plutôt la question « quoi ?» Donc, qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça m'ouvre comme possibilité? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Donc, ça ouvre vers des possibilités de réflexion qui sont très différentes de pourquoi je suis comme ça, pourquoi je me sens comme ça. La science démontre que quand on se pose la question pourquoi, notre cerveau, des fois, il n'y en a pas de réponse, mais il va inventer quelque chose. Donc, ça nous amène nulle part, en fait, puis ça active des parties de notre cerveau qui sont plus liées à le traitement d'émotions négatives que dans une démarche constructive d'apprentissage. Tu voudrais-tu nous donner juste un exemple concret, mettons, d'une situation qui pourrait nous arriver, puis de comment l'adresser pour pas tomber dans le piège de l'introspection trop, tu sais, comment on pourrait le prendre? Mettons, je perds mon emploi. Mettons que ce serait ça la situation. Bon exemple. Pourquoi moi? Y a-t-il vraiment une réponse à ça? Pourquoi maintenant? Le pourquoi, c'en est une là, qui arrive là, de se remettre en question. Ça m'arrive toujours à moi, etc. Puis d'être dans une espèce de spin autocritique, en fait, ça ne nous amènera pas à des questionnements. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce qui a mené? C'est quoi les circonstances récentes qui nous ont amenés là? Qu'est-ce que ça me permettrait de faire? Puis, il y a tout un cycle de deuil aussi dans l'exemple que tu viens de me donner. Tu sais, quand on perd son emploi, donc il y a des étapes aussi à franchir. Puis, probablement la meilleure piste de réflexion quand on vit quelque chose qui est fort sur le plan émotif, c'est qu'est-ce que je ressens? De se mettre dans cette posture-là d'observateur, de nommer, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit, les réactions qu'on a à différentes situations. C'est probablement une des meilleures façons que moi j'ai vues en fait pour développer la conscience de soi, c'est juste de commencer à être conscient de soi et de se regarder, aller comment on réagit puis comment on se sent spécifiquement dans certaines situations. Là. Je trouve que ça répond. Oui, ça répond. Puis je trouve que c'est intéressant parce que la nuance est tellement mince, mais en même temps, elle est tellement importante parce qu'il faut quand même que tu t'arrêtes pour te regarder, pour analyser. Mais c'est comme s'il faut que tu le fasses sans trop te juger, finalement, puis sans trop essayer de creuser. Quand des fois, un moment donné, c'est beau, on a compris la situation, on move on. C'est un peu ce que j'entends de ce que tu dis, là. Oui, parce que développer sa conscience de soi, puis c'est pas juste dans le but, on n'est pas en train d'essayer de déterrer une vérité quelconque, là. Il n'y en a pas une vérité. Et ça évolue tellement dans le temps qu'on est plus en train de se découvrir progressivement au travers une série de situations puis de réflexions. C'est même recommandé de ne pas tenir un journal quotidien. Oui, il y a vraiment les gens qui écrivent des journaux à tous les jours ne sont pas nécessairement plus conscients d'eux-mêmes. Tout dépend de ce que tu écris, ce à quoi tu réfléchis. Les questions que tu te poses, si dans ton journal, tu rumines, c'est pas aidant. Mais si tu es en mode d'observateur puis tu documentes tes pensées, tes émotions, les réactions que tu as eues, le feedback que tu as eu, etc., puis que tu cherches à voir les patterns au travers de ça, ça peut être aidant. Mais encore là, ils disent pas tous les jours. C'est intéressant, ça. Tu viens de défaire un mythe là, qu'on entend tout le temps. Là. C'est une des informations qui m'avait surprise aussi. Je me disais, oui. Ce qu'elle recommande, par exemple, il y a une espèce de daily check-in qui peut être bonne. C'est à la fin de ta journée de juste te poser 3 questions simples. Puis moi, je les ai changées un peu. Ce qui résonne pour moi, c'est, tu sais, qu'est-ce qui a bien été aujourd'hui? Qu'est-ce qui est un petit peu plus compliqué, un peu plus difficile pour moi? Et qu'est-ce que je ferai demain? Tu sais, qu'est-ce que je vais faire différemment demain? Et juste ça, c'est une mini-boucle d'apprentissage qu'on peut faire. Et le fait qu'on se focalise sur le positif d'abord,
Qu'est-ce qui a bien été, ça nous amène là où on ne va pas naturellement comme humain. Puis, qu'est-ce qui est difficile? C'était juste parce que c'était un challenge pour nous. C'était moins facile. Donc, c'est moins lourd que de dire qu'est-ce qui a mal été. Il y a quelque chose là qui n'est pas particulièrement constructif puis qui ne nous aide pas à rebondir avec le comment je peux faire mieux demain. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire différemment demain pour que ça soit encore mieux? Puis de toujours cet esprit-là de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Là. Puis qu'est-ce que tu penses de ceux qui recommandent là, de faire des journaux, mais de gratitude? Là? Moi, j'essaie de le faire, là. Je suis pas toujours bonne, là, mais d'écrire 3 raisons d'être reconnaissant à la fin de la journée ou 3 choses qu'on a bien faites, sans nécessairement focusser sur l'apprentissage. Mm-hmm. Ben, ça, je pense qu'il n'y a pas de tort à faire ça. J'ai pas je pense que les recherches au niveau des le journal de base, c'est de dire c'est pas nécessairement parce que tu écris tous les jours que tu vas augmenter ta conscience de soi. Mais il y a certainement des bienfaits de prendre du recul, ne serait-ce que la pratique de mindfulness. En reconnaissant, en parlant de gratitude, tu es en train de mettre le doigt sur les choses que tu apprécies le plus, qui sont le plus important pour toi. Donc, tu touches à tes valeurs, tu es en train de toucher peut-être à des aspirations, à tes passions dans la vie. Donc, indirectement, tu es en train de juste mettre en lumière puis observer ce qui est important pour toi, ce que tu aimes, etc. Donc, dans ce sens-là, ça rejoint un peu la stratégie d'observation de mindfulness qui, elle, contribue au développement de la conscience de soi. Puis j'aimerais ça qu'on revienne au feedback parce que ça aussi, c'est une autre façon de développer la conscience de soi. Tu l'as nommé, là, c'est quand même un point qui est important. En ressources humaines, il y a comme 2 courants de pensée qui s'opposent. Okay? Il faut donner le plus de feedback possible, même quasiment au quotidien. Il faudrait donner de la rétroaction aux personnes dans notre équipe. Puis il y a un autre courant un peu plus marginal qui dit, ça fait pas tant de bien que ça de toujours être en train de critiquer les gens. Des fois, ça va faire plus de tort que de bien parce que ça peut être mal reçu, ça peut démotiver les gens. Puis j'ai l'impression qu'il y a du vrai un peu dans les 2, mais j'ai envie de t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, un autre podcast, le feedback. Il y a, mon Dieu, je ne sais même pas de quel angle le prendre. Il y a de l'angle des neurosciences, ce qu'on met de l'avant souvent, c'est la réaction de stress que le feedback non sollicité suscite chez les gens. Donc, quand tu reçois un feedback qui n'est pas prévu, qui n'est pas attendu, qui est non sollicité d'une personne en qui tu n'as pas particulièrement confiance ou autre, ça suscite une réaction de défense qui n'est pas très propice à l'apprentissage. Donc, dans ce sens-là, ce genre de feedback-là n'est pas particulièrement utile. Quand on en a beaucoup, ça ne va pas nous aider nécessairement à être meilleur. Quand on n'a pas de feedback, ça suscite aussi de l'anxiété parce qu'on ne sait pas trop comment se positionner, on ne sait pas si on fait bien, si on ne fait pas bien. Puis, c'est stressant de donner du feedback aussi. Fait que la morale de cette histoire, du point de vue neurosciences, c'est il y a une réaction de stress potentielle. Aidons les gens à le solliciter. Comme j'en ai parlé tantôt, ça va aider à réduire le stress. Aidons-les à le recevoir. Et aidons les gens aussi à l'offrir d'une façon qui est constructive. J'aime beaucoup le travail de Joël Carpentier à l'UQAM, puis sa collègue Geneviève, j'oublie son dernier nom, qui travaille dans le domaine du sport, mais qui ont mis de l'avant des techniques de feedback que peu importe si c'est orienté vers le changement ou orienté sur les forces, puis ce qui est à répéter, ça a un impact positif quand tu l'amènes de cette façon-là. Donc, ce qu'on veut ultimement, c'est de l'apprentissage, de la compréhension, une autre perspective de la part des gens qui reçoivent le feedback pour qu'ils puissent, eux, apprendre et faire évoluer quelque chose. Donc, quand j'anime des ateliers sur le feedback, souvent, on part de ça, d'amener le feedback pas comme une vérité, mais avec l'humilité de dire, je t'amène une perspective, puis qu'est-ce que ça t'apprend sur toi? Qu'est-ce qui pourrait être vrai ou non par rapport à ça? Puis je pense que ça, c'est l'article auquel tu fais référence. Là. Souvent, c'est le feedback fallacy. Oui. J'avais beaucoup aimé. Je pense qu'il parle beaucoup plus de gestion de la performance que de feedback, cet article-là. Mm-hmm. Mais une des choses qui est vraiment mis de l'avant, c'est cette humilité-là. Et ça, j'y crois vraiment au niveau du feedback. Puis comme coach aussi, quand je donne un feedback, je partage une observation dans mes rencontres. C'est pas une vérité là, que je mets sur la table. Là. C'est une perspective à considérer. Et quand on amène notre feedback comme ça, avec bienveillance, c'est sûr que ça ouvre la porte à une discussion complètement différente. Et on peut créer des environnements d'apprentissage qui sont beaucoup plus riches.
Puis ce qui est tough dans les organisations, parce que tu l'as bien nommé, c'est que souvent, c'est relié avec la gestion de la performance, qui, elle, est reliée avec la rémunération. Fait que c'est une autre démarche complètement que d'être dans un cadre de coaching avec des gens dont on peut solliciter la rétroaction. Tu as parlé de fit entre le coach et le coaché. J'imagine que la question se pose aussi en organisation entre qui devrait donner le feedback aux gens, le fit entre le gestionnaire. Les gestionnaires, c'est pas toujours possible de le faire, mais j'imagine que ça a un impact quand même assez grand si on est capable de se permettre ça comme organisation, de réallouer peut-être les matchs entre les gestionnaires ou les mentors puis les employés en fonction des personnalités. Bien, je pense que ça serait complexe de faire ça. Je pense qu'on est beaucoup plus gagnant quand on travaille sur le climat ambiant, sur la culture. Est-ce que c'est une culture qui favorise l'ouverture, la sécurité psychologique, où on se sent correct d'être vulnérable? Parce qu'on se sent vulnérable quand on reçoit un feedback, surtout si c'est quelque chose qui... Fait que si le climat il est propice, peu importe de qui ça vient, le feedback, ça a un potentiel. Quand tu sens qu'il faut que tu commences à jongler beaucoup, ben pose-toi l'autre question sur ma culture, elle a l'air de quoi en ce moment? Parce que s'il faut que je fasse ça pour que le feedback passe, peut-être qu'il y a un stress, il y a une peur de montrer réellement qui on est. Et là, on est dans un autre monde. Moi, je suis extrêmement inspirée par les entreprises qu'on appelle des DDO, des Deliberately Developmental Organizations. C'est des organisations qui ont vraiment réussi à intégrer des concepts de développement de l'adulte à l'intérieur même de leur culture, et le feedback, il est omniprésent. Et pas juste du feedback en surface, mais du feedback qui creuse, là, la vraie question là, qui t'amène à la croyance qui te limite, qui va te faire grandir, mais elle peut venir de partout dans l'organisation, pas juste de ton gestionnaire. Donc, ça prend une grande volonté de la part des dirigeants de l'entreprise d'aller vers ça. Ça prend une grande cohérence de ces personnes-là aussi pour walk the talk, que les bottines suivent les babines. Si tu veux que les gens se donnent du feedback, mais toi, il faut que tu sois le premier à en recevoir. Et à bien le recevoir et à en solliciter et à rester ouvert et qu'il n'y ait pas de conséquences à ça et tout. Donc, c'est créer une culture de feedback, une culture de développement qui est nourrie par ce feedback-là, qui peut être tellement riche. Ça nécessite un peu de stratégie, puis beaucoup de bonne volonté, de bienveillance. Puis mettons une organisation qui voudrait aller là, qui ferait comme Colin, tu sais, c'est vrai, peut-être qu'on pourrait bénéficier à apprendre à se donner et à recevoir du feedback. Est-ce qu'il existe des formations? Est-ce que tu en donnes, toi, ce genre d'accompagnement-là? Est-ce que tu le fais? J'anime en ce moment. En fait, j'ai des ateliers que j'anime en collaboration avec Boostalab, avec qui je travaille quand même régulièrement. Puis, je suis en train de travailler. C'est un nouveau projet. J'ai une couple de petits projets 2021, mais il y en a un qui est avec Sophie Gadouri de chez Nimble Bubble autour des DDO, justement. Puis, sans ruiner le punch, là, on a un projet là aussi qui pourrait amener vers ces cultures-là de développement. Là. Donc, ça va sortir quand, à peu près, pour qu'on te suive avec attention? Ça ne sera pas avant l'été, mais c'est un projet qui est très actif, là, puis il va y avoir des choses à l'automne. De toute manière, comme je le fais à chaque fois, je mets tous les liens vers ton LinkedIn personnel, le site web de ton entreprise. Ça, j'invite les gens à te suivre. J'invite les gens à te contacter aussi s'ils ont des questions. Je te force un peu à... Je te mets devant... je t'accule au pied du mur, mais je sais que je te connais un peu puis je sais que ça va te faire plaisir de connecter. Vraiment. T'as-tu d'autres projets dont tu veux nous parler avant que je te lance le mot de la fin? En fait, tous les projets de cette année sont vraiment alignés sur l'évolution des mindsets puis le développement des adultes. Je vais être certifiée pour animer des ateliers Immunity to Change qui est inspiré de l'approche de Robert Kegan. C'est l'approche que moi je privilégie, puis il y a une spécialisation là, qui s'est installée dans les derniers mois là, pour moi. Donc ça c'est une grande partie des projets qui s'en viennent. Puis j'ai une suite au niveau de la conscience de soi aussi. Je travaille avec différents collaborateurs pour voir quelle forme ça pourrait prendre, parce que c'est tellement difficile de se développer quand on n'a pas une bonne conscience de soi, ou quand c'est vraiment un point d'entrée. Juste savoir ça sur quoi je devrais m'investir dans mon développement, puis qu'est-ce que j'ai besoin de travailler, ça part souvent de cette conscience-là, de nos forces, de nos limites, de nos projets, puis de la motivation de le faire vient de là aussi. Là. Donc, on est pas mal dans ces lignes-là, là, plein de projets qui sont en émergence là, avec différents collaborateurs. Super, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis je te lance avec une question. J'avais envie de te demander, est-ce que tu penses que la pandémie va avoir aidé les gens à avoir une meilleure conscience d'eux? T'sais, est-ce qu'on a été comme plus confrontés à nous dans le changement, l'incertitude, le confinement aussi? C'est sûr que, en fait, la pandémie, moi,
la place du déséquilibre dans le développement fait partie de mon discours depuis plusieurs années pour les gens qui ont déjà vu d'autres interventions de ma part. C'est essentiel au développement d'être en déséquilibre. Donc, dans ce sens-là, l'année 2020 a été une année extraordinaire d'apprentissage, à condition qu'on a vu dans le déséquilibre une occasion d'apprendre. Puis ça n'enlève rien aux effets. Je veux vraiment reconnaître que ça crée beaucoup d'angoisse, d'anxiété, qu'il y a des enjeux de santé mentale également qui sont très réels en lien avec ça. Donc, c'est pas pour minimiser, mais j'ai vu de nombreuses personnes, de nombreux leaders voir des choses qu'ils n'avaient jamais vues, entreprendre des choses qu'ils n'avaient jamais faites, puis vraiment évoluer dans leur conscience de qui ils sont comme leaders au cours de la dernière année. Donc, la clé, c'est vraiment comment on a cadré un peu cette aventure-là, puis ce qu'on a osé faire, les peurs qu'on a mis de côté, qu'on a déconstruit un peu, puis qui nous ont permis d'avancer. Je pense que c'est là où elle aura contribué. Et pour ceux pour qui l'anxiété a été beaucoup plus présente, bien, ça, c'est certainement un frein au développement. Donc, dans ce sens-là, ça n'aurait peut-être pas été leur meilleure année. Donc là, c'est de prendre soin de soi puis de revenir en mode curieux au moment où ça sera propice de le faire. Puis pour les gens qui voudraient là, commencer des démarches de coaching, où est-ce qu'on peut trouver ça, un coach? Parce que nous, on s'est connus par réseautage, puis ça a comme cliqué, mais sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire des recherches en ce sens-là? Le chapitre d'ICF Québec, il est vraiment bien. Tout est en français. On a une banque de coachs. Moi, je reçois régulièrement des demandes là, qui proviennent du site d'ICF. Et puis, donc ça, c'est une bonne façon. C'est des coachs certifiés aussi. Puis, on peut aller voir des profils et tout. C'est une bonne piste. D'apprendre à connaître les gens, demande des références. Il y a beaucoup de ma clientèle, moi, qui c'est des référencements. C'est des gens qui me connaissent dans d'autres contextes, avec qui le lien de confiance, il est fort. Puis c'est ça la clé. Parce que c'est pas juste du marketing, je pense, qui va faire en sorte qu'on va trouver le bon coach. Il faut que ça clique. Donc, prendre le temps de parler avec cette personne-là avant de s'embarquer, de voir si le fit est bon, de rencontrer plus qu'un coach aussi. Je pense que c'est vraiment important pour faire le bon choix. Oups, je l'ai pas faite. Je t'ai choisi tout de suite. mais je suis convaincue que j'ai la bonne personne avec moi. Puis j'en profite d'ailleurs pour te remercier publiquement, Julie, parce que tu me fais vraiment avancer à chaque fois qu'on parle, à chaque fois qu'on a une rencontre. Donc, les gens qui cherchent des coachs, je vous le dis, là, ça change bien des affaires quand tu as une révélation en plein milieu d'un coaching. Puis je l'apprécie, je te remercie. Ceci étant dit, appelez pas tous Julie parce qu'elle a déjà un agenda hyper booké, puis je veux qu'elle ait du temps pour moi. Il y en aura toujours. C'est vrai que c'est magique. Moi, je me souviens à quel point ça a été transformateur pour moi d'être dans cet espace-là avec ma coach. Puis les prises de conscience que j'ai faites, là, c'est déterminant. C'est pas pour rien que je me suis aventurée là, sur ce terrain. En tout cas, tu le fais bien, puis merci de continuer à le faire. Donc, on met tous les liens vers tes profils personnels et de ton entreprise dans les notes de l'épisode. Tu reviendras, Julie, nous parler d'autres choses parce que je sais que... Oui, peut-être du feedback. Effectivement, ça pourrait faire l'objet de tout un épisode, puis je sais qu'il y a bien des gens qui se posent des questions là-dessus. Fait que c'est fait, on prendra rendez-vous pour dans quelques mois, puis on te recevra à nouveau. Merci d'avoir pris le temps aujourd'hui d'être venue... nous parler au podcast. Ça me fait tellement plaisir. Merci à toi, Sarah. Merci, bye bye. Bye.